Alors, Jérôme a donné un défi qui est juste énorme, qui est en fait, on a 1 heure pour traiter de la thématique hyper simple, qui est comment passer du groupe à une équipe. Comment, en fait, en tant que membre, en tant que porteur de projet, en tant que membre d'un bureau team leader, comment est-ce qu'on fait pour créer un esprit d'équipe et justement organiser pour que, en fait, on ait une équipe qui soit soudée, dans laquelle il y ait une âme et dans laquelle chacun puisse prendre plaisir à être au service du projet. Alors tout ça en 1 heure, sachant qu'on va avoir moins d'1 heure parce que je vais avoir 30 minutes pour vous partager 2, 3 trucs et astuces, et puis que pour garder un peu de temps pour que vous ayez des échanges entre vous, hein, parce que je pense que vous aussi, vous avez beaucoup d'expérience et que vous mettez déjà en place un certain nombre de choses. Rapidement sur les objectifs, et je vous fais l'économie de me présenter, hein. Voilà, je m'appelle Émeric et je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Sur les objectifs du coup, qui nous attendent, ils sont, je dirais, au nombre de 3 principaux. Le premier, ça va être de vous donner un aperçu sur le cycle de vie d'une équipe. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'une équipe et un esprit d'équipe, ça se crée. Ce n'est pas inné, ça ne se fait pas tout seul. Parfois, ça se fait très vite et on le sent très rapidement, mais derrière ça, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, soit consciemment, soit inconsciemment. Et donc, ça va être vraiment de vous donner justement un peu ces clés-là pour que vous puissiez être en capacité de les repérer et surtout d'agir finalement dans vos équipes pour pouvoir mettre en place des choses justement pour que vous puissiez avoir une équipe qui soit efficace et dans lequel il y a une vraie cohésion. Et donc, derrière ça, ça va être d'identifier les facteurs clés de succès. En gros, ce que je vais vous présenter, c'est de vous donner, en général, dans une équipe, quels sont les grands comportements qu'on peut identifier et comprendre que chacun des comportements qu'on a, nous, hein, finalement, quand on arrive dans un groupe, en fait, correspondent souvent, sont liés à des besoins qu'on peut avoir et des peurs qu'on a aussi. Et donc, quand vous êtes dans une posture de leadership, quel que soit le rôle que vous avez, pour moi, la posture de leadership, c'est celle et celui qui influence positivement une équipe pour la faire avancer dans le bon sens. Du coup, vous avez tous un rôle à jouer en termes de leadership. Et donc, quand vous comprenez quels sont les besoins, quelles sont les craintes, et ben, du coup, vous êtes en capacité de mettre en place des choses concrètes, justement, pour pouvoir agir finalement dans votre team. Et puis le dernier, ça va être de partir avec des bonnes pratiques. Je vais vous en donner quelques-unes. C'est loin d'être exhaustif parce qu'on pourrait finalement passer largement 2 jours au moins minimum sur ce sujet-là. On va le faire en un peu moins de temps. Mais donc, je vais vous donner quand même quelques bonnes pratiques qui sont finalement issues de l'expérience qu'on a chez Nactos. Et puis, garder un petit temps pour que vous puissiez aussi partager entre vous. Ça vous va? Je n'ai pas forcément accès au chat. Donc, en tout cas, je ne le vois pas là. Donc, si jamais, n'hésitez pas surtout à poser des questions et à commenter dans le chat. Faites-le. Jérôme, du coup, tu pourras m'interrompre à souhait Ouais, pour relayer les questions. tout à fait. Et puis, dans ce que je vais vous dire, en fait, il n'y a pas de vérité. Moi, je suis un praticien. En fait, je vais vous donner quelques éléments théoriques. Mais dans mon parcours, j'ai monté plusieurs associations, plusieurs entreprises. J'ai toujours fait en équipe et je suis un praticien. Donc, j'ai vraiment appris par la pratique à travailler avec les autres. Et finalement, j'ai eu la chance en 2024 de découvrir une théorie que je vais partager avec vous, qui m'a aidé en fait à structurer un peu ma pensée, à structurer ma pratique. Mais donc, tout ce que je vais vous dire, il n'y a pas de vérité. Et surtout, prenez ce qui vous intéresse. Ce que vous vous intéresse pas, vous le mettez de côté, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que ça va réveiller chez vous, les idées que ça va vous donner, et puis une grille de lecture. L'idée, c'est de vous donner un peu une grille de lecture. Tac, tac, et je lance mon chrono. Jérôme, n'hésite pas à me faire le mettre au temps. Tu me connais, des fois, je me lance et j'adore partager des trucs. Donc, j'ai Je te lancé mon ferai un chrono, mais n'hésite rappel. pas à me faire le rappel de temps Ouais, aussi. carrément. Ce que je voulais partager du coup en termes de modèle que j'ai trouvé moins intéressant, en fait, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Will Schutz. Vous pouvez noter son nom, il y a pas mal, ses écrits sont un peu costauds, mais il y a des gens qui ont fait des résumés hyper simples. Will Schutz, c'est intéressant parce qu'il a une double compétence, il est à la fois psychologue, donc docteur en psychologie, et également statisticien. Et donc il a fait des études sur la psychologie, et notamment auprès je dirais des grands groupes avec beaucoup de monde, donc au niveau des
des quantitatives avec pas mal de statistiques. Et en fait, son histoire elle est intéressante parce qu'à la sortie de ses études, il s'est fait enrôler. Donc lui, il est américain, il s'est fait enrôler, je pense que ça va être la guerre du Vietnam à l'époque. Et en fait, il est arrivé sur un porte-avions et là, il y a l'amiral qui l'appelle et qui lui dit, écoute, Will. Et Will, bon, je ne sais pas s'il lui a dit ça comme ça, mais en gros, il lui a dit, écoute, Will, on va te poser un dilemme. On ne va pas t'envoyer sur le terrain, voilà, en gros, faire la guerre. Hein. On va plutôt te poser une vraie problématique qu'on a, qui est comment est-ce que ça se fait que dans des unités qu'on a, dans lesquelles il y a la même diversité de profils, hein, des unités, c'est des unités de combat, hein. Comment est-ce que dans ces unités-là, il y a la même diversité de profils, il y a exactement le même entraînement, comment ça se fait qu'il y ait certaines unités, certains groupes qui reviennent avec 90% de pertes, en l'occurrence, du coup, c'est des décès, hein, et d'autres qui reviennent avec zéro perte. Et au-delà du caractère aléatoire hein, du combat et de la guerre, est-ce qu'il se passe des choses justement dans une unité qui fait qu'à un moment donné, dans des situations d'urgence et notamment de guerre, eh ben, elles arrivent à mieux s'en sortir que les autres. Et donc, il a commencé finalement ses recherches avec cette question-là. Et donc, il a continué à travailler là-dessus. Il est devenu consultant dans des grands groupes. Et en fait, il est arrivé sur une équation qui est hyper simple, difficile à mettre en place, mais qui est hyper simple, qui est de se dire, en fait, dans un groupe, dans une somme d'individus qui se rassemblent avec un objectif commun, quand ce groupe-là, en fait, favorise l'estime de soi, c'est-à-dire faire en sorte que chacune des personnes du groupe, du coup de l'équipe, on verra après la différence, mais que chacune des personnes, en fait, prennent de la valeur, c'est-à-dire que le groupe est vraiment au service de l'estime de soi, je m'accorde de la valeur, et qui a de la confiance dans l'organisation, qui a de la confiance dans les autres, et ben, c'est ce qui va générer de l'engagement. Et donc, à notre échelle, nous, à Enactos, dans l'échelle de vos projets, finalement, si vous arrivez à créer une culture qui fait que chaque personne de l'équipe s'estime plus que de la confiance, hein, s'accorde de la valeur et a confiance dans les autres, a confiance dans l'organisation, et ben, c'est ce qui fait qu'elle va s'engager sur du moyen terme, sur du long terme avec vous. Et donc, voilà, équation hyper simple, dure à mettre en place, mais on va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Déjà, vous voyez la différence entre un groupe et une équipe ? C'est une question rhétorique parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de vous demander véritablement vos réponses. Mais en gros, la différence, un groupe, c'est une somme d'individus qui a des objectifs différents et donc qui n'ont pas besoin ni l'envie forcément d'avancer dans le même sens. À la différence d'une équipe, c'est que c'est une somme d'individus qui ont un but ensemble et qui vont du coup agir et œuvrer en même temps. Et le meilleur exemple, ça va être dans une barque où chacun rame, quoi. Si chacun a une destination et a envie d'aller à un endroit différent, bah, en fait, vous allez tourner en rond. Au contraire, si vous êtes d'accord sur le but et que tout le monde rame dans le même sens, ça va être la meilleure manière d'atteindre votre objectif et puis de pouvoir vraiment avancer. Donc voilà, sur la barque, l'estime de soi, la confiance dans les autres, c'est ce qui va générer de l'engagement. Et pour ça, dans sa recherche, donc là, c'est vraiment l'instant théorie et j'illustrerai avec des pratiques. Il a identifié 3 grandes étapes et que je suis sûr que vous allez reconnaître dans les équipes que vous avez, dans lesquelles vous faites partie et que vous êtes en train de constituer. À votre avis, et là du coup je vais vous demander votre chat, justement votre réponse dans le chat, c'est à votre avis quelle est la première étape ? C'est-à-dire essayez de repenser vous avez voilà, le projet où vous venez de recruter des membres, voilà, l'équipe est en train de se constituer. À votre avis, la première étape, ce serait quoi ? Donc là, il y a Safia, tu as parlé des rôles qui ne sont pas encore définis. Je pense que c'était un peu avant ma question, mais en effet, on verra, les rôles sont hyper importants, mais ça va venir après. Et Anne, tu as raison, il y a bien se connaître. Ça fait partie de cette étape-là, de se présenter, exactement. Se connaître, discuter, apprendre à se connaître. Connaître l'organisation, ça va venir, ouais. Apprendre à connaître chaque individu, communiquer. Exactement. Et en fait, alors vous l'avez dit, hein, il y a vraiment cette notion d'apprendre à connaître. Lui, dans son modèle, il appelait ça l'inclusion. En fait, l'inclusion, elle est hyper importante parce que derrière, je vais vous redonner du coup à chaque fois quel est le comportement qu'il y a derrière ce comportement d'inclusion et ensuite quel est le besoin et quelles sont les peurs. Et après, on verra du coup des exemples de comment est-ce qu'on peut favoriser l'inclusion. Le comportement, il est important parce que en fait, quand vous allez rassembler des membres autour de votre projet ou autour de votre association, ça va être dans les premiers temps, les premiers instants ou les premières réunions, les premières rencontres, que finalement, chacun va se dire « Ok, est-ce que je vais être dedans ou est-ce que je vais être dehors ? Est-ce que je vais vouloir m'engager plus que ça dans ce projet-là ?
ou au contraire, je vais être là, mais pas trop. En fait, c'est un peu à ce moment-là qu'on va définir le degré finalement d'investissement qu'on va vouloir avoir dans cette équipe qui est en constitution. Et le besoin qu'il y a derrière, c'est en fait de se sentir considéré, d'exister, de justement porter, que les autres nous portent un intérêt. Et la peur, c'est vraiment la peur d'être ignoré. La peur de ne pas exister, la peur de dire en fait que je sois là ou que je ne sois pas là, en fait, si ça ne fait pas de différence, pourquoi être là? Et donc, quand on travaille sur apprendre à se connaître, finalement, l'intention, un objectif qu'il peut y avoir derrière, c'est de faire en sorte que chaque personne de l'équipe puisse, du coup, avoir un rôle, pas un rôle, avoir une place, et déjà avoir une place et avoir le droit d'être présent. Je vous donne un exemple pour l'illustrer. C'est un ancien du coup, stagiaire que j'ai eu chez Nactos qui s'appelle Gwendal. Gwendal, il était hyper péchu. Il avait fait Nactos, il avait été team leader, il avait monté des projets hyper péchus. Il a fait son stage est terminé. Ensuite, il est parti dans une autre organisation pour un apprentissage. Et c'était une entreprise sociale qui se créait, qui à l'époque en fait faisait l'arrondi sur carte bleue. C'est-à-dire au moment de payer, plutôt, c'était vraiment en lien avec la carte bleue. Ça faisait on pouvait arrondir ses paiements grâce à sa carte bleue. Donc une start-up qui se lance, deux fondateurs hyper brillants, un projet hyper prometteur. Il fait son premier jour. Son premier jour, on l'accueille, on lui dit écoute, super Gwendal, bienvenue, on est content que tu sois là. Voilà ton bureau, tu verras, on t'a mis un ordinateur, tu verras sur le bureau, on t'a mis un dossier, il y a tous les documents. Je te propose, tu les lis et puis on se retrouve plus tard. Voilà. Ça, c'était l'accueil de Gwendal. Donc Gwendal, il est là, il dit putain, bon, ok, c'est cool, ils ont peut-être d'autres trucs à faire et tout. Donc il ouvre l'ordinateur, il se fait ces trucs-là. Il commence à bosser tout seul en fait. Il n'y a personne qui l'a vraiment accueilli. Arrive le moment du déjeuner, et donc le déjeuner, on lui dit écoute, c'est le moment du déjeuner. Alors là, Gwendal, il lève la tête de son ordinateur, il a le sourire, il dit putain, ça y est, je vais rencontrer un peu les fondateurs, on va discuter ensemble. Et ils lui disent voilà, tu as ta pause déjeuner, écoute, nous, on va manger, on se retrouve à 14h. Et il s'est retrouvé à bouffer tout seul. Alors là, votre avis, rester dehors, rester dedans, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment extrême. Mais 15 jours après, il est parti et ils sont passés à côté d'un talent juste extraordinaire. Parce qu'ils n'ont pas su vraiment l'inclure. Ça va être un exemple dans une organisation. Autre exemple, ça peut être, on va dire, vous êtes en couple et puis vous invitez des amis à la maison et vous n'avez pas prévenu du coup votre ami que vous invitiez du monde. Et parfois sa réaction, c'est cool, parfois c'est de dire tu aurais pu me prévenir. Et le fait que tu aurais pu me prévenir, en fait c'est juste que tu ne m'as pas considéré dans ton choix. Voilà. Ça peut être pareil sur une coloc, quoi. Tu ne m'as pas considéré dans ton choix. C'est une question d'inclusion. Au moment de prendre une décision, comment est-ce que j'inclus les personnes qui sont concernées par cette décision dans ma décision? Voilà. Ça peut être un autre exemple. Il y a d'autres choses qu'on voit souvent, parfois dans des projets, l'histoire de je mets en copie. J'ai envoyé une information, mais tu ne m'as pas mis en copie. En fait, le fait de mettre quelqu'un en copie qui en a besoin, c'est en effet d'inclure. C'est-à-dire que je t'inclus dans le processus où je partage l'information avec toi, ou quand je prends une décision, comment est-ce que vous considérez ceux qui ont aussi un rôle finalement dans le projet que vous portez? Ça ne veut pas dire que toutes les décisions doivent être prises tout le monde par tout le monde, mais c'est qu'à un moment donné, quand vous prenez des décisions qui ont des engagements sur les autres, comment est-ce que vous les considérez et vous les incluez dans le processus de décision? Chose importante. Et quand vous faites ça, c'est-à-dire quand les gens se sentent considérés, se sentent inclus dans un processus de décision, dans un projet, dans la répartition des rôles, etc., c'est ce qui fait qu'elles vont du coup avoir envie finalement d'être dedans, de s'engager, etc. Quand vous allez porter autrui aux autres, du coup, c'est ce qui va aussi leur donner envie finalement d'être présent et de s'investir aussi émotionnellement dans un projet. Exemple de choses qu'on peut faire et qui sont importantes, et vous avez plein de bonnes pratiques là-dessus, et c'est hyper chouette, et c'est pour vous dire à quel point c'est important, c'est l'accueil finalement des nouveaux. Là, par exemple, sur les team leaders, les membres du bureau, en fait, la question, c'est comment est-ce que vous avez accueilli vos nouveaux membres? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait une réunion d'information? Il y en a qui font des week-ends et des week-ends d'intégration, et c'est hyper bien et il faut le faire. D'autres, ça va être des apéros. Est-ce que vous avez un temps, par exemple, l'exercice du papillon, que certains ont découvert, c'est un formidable exercice qui favorise l'inclusion, parce qu'en fait, c'est à la fois un exercice d'introspection, mais si vous incluez le temps de partage, en faisant ça, vous donnez une place à chaque membre de l'équipe. De la même manière, pour ceux qui sont porteurs de projets, quand vous allez recruter d'autres personnes autour de votre projet, c'est de ne pas simplement être focalisé sur la tâche, parce que ça, c'est ce qui va venir après, c'est de voir qu'est-ce que les autres ont envie, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies par rapport au projet, que vous puissiez partager vos avancées.
que vous puissiez prendre en compte aussi ce qu'ils souhaitent, comment est-ce qu'ils souhaitent dans le projet. Ça ne veut pas dire lâcher la direction, ça veut dire inclure les autres et prendre en compte ce qu'ils peuvent aussi apporter. Autre exemple qui peuvent être pour démarrer une réunion. Voilà, vous avez une réunion, un atelier sur votre projet. Il y a des petites techniques assez rapides d'inclusion qui vont être par exemple un petit temps météo. Voilà. Ceux qui connaissent bien Actos, vous avez l'habitude de ça, mais de se dire, OK, avant qu'on parle du vif du sujet, du job et du taf, etc., c'est de dire, OK, comment je me sens? Est-ce que je suis plutôt voilà, ensoleillé, avec quoi je viens? Voilà. Petit temps météo, est-ce que c'est plutôt nuageux? Pourquoi? Et en fait, d'avoir un petit tour de cercle ou un petit temps de parole pour que chacun puisse exprimer avec quoi il vient, où est-ce qu'il en est à ce moment-là précis. Autre exemple qu'on peut mettre en place, c'est partager les réussites. Ok, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, rapidement un petit tour de cercle. De quoi vous êtes fier? Un point de réussite, un truc que vous avez qui a cartonné, dont vous êtes hyper fier, que vous avez envie de partager, ou une avancée particulière. Et je sais, nous, je rappelle, chez Nactos, on faisait beaucoup ça. Et à tel point qu'on était toujours optimiste attitude, et en fait, on n'osait pas partager quand ça allait pas. Et donc, on a essayé de contrebalancer aussi en partageant parfois les fails, donc nos échecs. Et donc ça peut être aussi une manière, et parfois un peu drôle, et pour dédramatiser, petit tour de cercle avant un atelier ou avant une réunion, ok, rapidement, partage des échecs, un plantage, un truc, une gamelle que vous êtes prise et que vous avez envie de partager, ce qui permet en fait d'autoriser aussi à l'échec et puis de dédramatiser un certain nombre de choses. Quand vous faites ça, le point de vigilance, c'est de bien équilibrer le temps passé entre ces exemples de techniques d'inclusion par rapport à l'ordre du jour et à ce que vous avez à faire. J'ai un exemple ce matin, je l'ai encore fait. Il y a eu un beau processus d'inclusion, mais sur 1h30 de réunion, il y a eu 30 minutes d'inclusion et finalement, on n'a eu que 30 minutes de travail, ce qui était un peu court alors qu'on aurait eu besoin d'un peu plus. Donc, il faut bien doser quand vous êtes sur des éléments d'inclusion. Donc j'avance. J'ai trop envie d'ouvrir, de partager. Vous avez plein de trucs. N'hésitez pas si vous avez 2-3 trucs et astuces de ce que vous faites justement pour inclure donc, les membres de votre équipe, les membres de votre asso Enactus ou les autres dans votre projet, pouvoir partager ça dans le chat. Il reste, allez, on va en rajouter un peu. Il te reste 15 minutes, Emric. Il me reste 15 minutes. Ouais. Alors, on va accélérer. Deuxième étape, hyper important. Donc là, imaginez que voilà, les membres se sentent inclus, vous leur avez donné de la considération, ils ont un espace voilà, pour être vus des autres. Deuxième étape importante, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de mettre vos idées dans le chat. Il est plus dur à trouver celui-là. Qu'est-ce que ça pourrait être après? Donc, on a fait connaissance, ok, où notre réunion a démarré. Exactement, organiser l'équipe, des objectifs clairs. Exactement. La direction, un objectif. La répartition des tâches. Et ben, en effet, il va y avoir il va y avoir un peu de tout ça dans cette étape-là. Ce que Schutz a appelé, lui, il appelait ça la phase de contrôle. La phase de contrôle, alors le terme, il n'est pas toujours évocateur. En gros, pour vous dire ce qui se passe en termes de comportement, ce qu'il y a ici, c'est les notions d'influence. Est-ce que j'ai envie de prendre en charge ou est-ce que j'ai envie d'être pris en charge? Est-ce que j'ai envie de prendre une responsabilité ou est-ce que j'ai envie plutôt d'être en soutien? Est-ce que j'ai envie d'être en lead sur un sujet ou j'ai plutôt envie d'être en soutien et puis donner un coup de main ou au contraire vraiment d'être beaucoup plus engagé, avoir un rôle bien particulier? Et c'est souvent à ce moment-là que les conflits peuvent arriver. Par exemple, si voilà, dans votre projet, il y a un sujet sur responsable des partenariats, bah, en fait, s'il y a une personne qui dit bah, « moi, j'ai envie de prendre en charge » et il n'y en a qu'une, ok, il n'y a pas de sujet. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a deux? Quand il y a deux personnes qui veulent prendre en charge ça? Et en fait, souvent, les conflits, c'est quand les rôles et les périmètres des uns et des autres ne sont pas suffisamment clairs. Parfois, souvent, qui veut prendre en charge les partenariats? Bah, il n'y a personne qui le prend en charge. Du coup, on dit, c'est pas grave, on va tous le faire. Et la meilleure manière, quand c'est tout le monde qui le fait, c'est que personne ne le fasse. Donc, dans cette étape-là, ce qui est pour moi important, c'est la clarté dans les rôles. Et ce qu'il y a, ça va au-delà de ça, c'est de reconnaître. Et dans la clarté, et votre rôle aussi en tant que membre de l'équipe, en tant que leader d'un projet, c'est de reconnaître le rôle, de reconnaître la compétence, de reconnaître la responsabilité. Et donc, ça veut dire d'accorder du crédit aux réussites, mais d'accorder le crédit à ceux qui ont contribué à la réussite. Et souvent, la réussite est collective, mais parfois, soit on ne les dit pas, soit on reconnaît qu'une seule personne et on oublie ceux qui ont contribué au projet. Ça a dû vous arriver des fois aussi de ne pas être reconnu à la hauteur de votre engagement.
Et donc, les mécanismes de reconnaissance sont hyper importants. On en donnera quelques exemples. La peur derrière ça, ça va être la peur d'être humilié, d'être dominé, de ne pas pouvoir, de perdre la face. Alors, j'ai des exemples hyper clairs là-dessus que je pourrais partager avec vous. Mais pour exemple, un contre-exemple, un truc que j'ai fait qui était pourri et c'était un gros plantage. C'était il y a quelques années, il y a prescription maintenant, et en l'occurrence, cette personne n'était plus dans l'équipe, mais on a une responsable de la communication. Ça faisait 3 mois qu'elle était là, elle était à sa deuxième newsletter, elle avait préparé une newsletter. Je trouvais que la première était fade, je lui avais dit, la deuxième, elle fait. C'était intéressant, mais il n'y avait rien, c'était pas suffisamment concret pour moi. Et elle me la montre pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Et en fait, là, je lui dis, écoute, en fait, ça pourrait être mieux et voilà ce que tu aurais pu faire. Et en fait, je démonte la newsletter, sauf qu'on a fait ça, j'étais en open space. Et en l'occurrence, j'ai fait ça devant le reste de l'équipe. Alors là, vous pouvez vous dire, OK, en termes d'estime de soi, je pense que j'ai pas dû être hyper, voilà, j'ai pas du tout été bon. Donc, c'est un exemple aussi quand vous avez des retours de choses qui sont, sur lesquelles vous n'êtes pas toujours voilà, très au clair ou que vous avez besoin de dire à quelqu'un qu'elle a déconné. En fait, c'est de penser aussi le cadre et qui est autour et surtout de ne pas le faire en collectif. Alors, très concrètement, comment dans votre équipe vous pouvez faire et ça tombe bien parce que tu en as parlé, je pense que c'est Safia tout au début, sur les rôles ne sont pas encore définis. Alors, un exemple, donc ça, je vous ai présenté ici l'organigramme d'Enactus. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller à ce niveau-là parce que nous, il y a une organisation avec voilà, salariés qui a un certain nombre qui est une grande équipe, mais en tout cas de clarifier les rôles. Une autre manière de le faire, par exemple, là, c'est une autre manière de présenter un organigramme qui est de manière beaucoup plus, voilà, un peu dynamique, un peu marrante, qui peut être utile, mais c'est de clarifier aussi les rôles. Ok, qui est la porte-parole, qui va s'occuper de l'organisation des choses. Je passe un peu, on vous enverra les slides. Ce qui est important à l'étape là, sur la part de contrôle et là où vous en êtes, c'est de bien clarifier les rôles. Pour vous donner un exemple assez simple, sans vouloir faire une structure hiérarchique ou un organigramme bien défini, je ne sais pas si certains connaissent la méthode du RACI, mais le RACI, il est intéressant, en fait, c'est de comment vous clarifiez 4 rôles autour d'un projet. Donc, vous prenez votre projet, vous découpez les différents pôles, la communication, les partenariats, l'organisation des événements. Et dans chacun de ces pôles-là, vous clarifiez en fait qui est responsable. C'est-à-dire le responsable, c'est celui qui est en lead, c'est celui qui est responsable que les choses se passent. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout faire. C'est que c'est lui qui donne le tempo. Deuxième, c'est qui sont les soutiens, qui contribuent à faire. Troisième, c'est qu'éventuellement, et vous pouvez faire sauter ça, mais je vous montrerai qui supervise. Supervision, donc c'est supervision, hein, vous aurez traduit. Donc, mais c'est qui valide et qui fait la validation, et ensuite qui est informé ou qui est en avis consultatif, et donc qui a besoin d'être au courant, sans pour autant être au courant de tout, de faire ou d'être responsable, qui juste a besoin d'être informé. Et si vous arrivez à clarifier déjà ces niveaux de rôle, après vous le faites à votre sauce, hein, mais au moins le responsable, celui qui est en lead, ceux qui font et ceux qui sont informés et en consultatif, sur chacun des projets ou chacun des pôles du projet et que les périmètres sont bien au clair, du coup, vous allez gagner en efficacité. Pour aller plus loin, vous verrez, c'est la méthode du RACI. Je vous donne un exemple de ce qu'on l'a fait, par exemple, sur Enactus étudiant. Voilà. On l'a fait, ce que je vous présente, on le fait au sein d'Enactus, on l'a fait nous à notre sauce et on a adapté ça. Mais on a défini, par exemple, sur Enactus étudiant, voilà, la campagne de rentrée, les parcours, etc. Et on a clarifié les rôles et qui fait quoi justement aux différents niveaux. Bon, des slides comme ça, on en a une dizaine, hein. Je ne les ai pas tous montrés, mais voilà, j'en ai extrait quelques-uns pour pouvoir vous montrer. Et après, ce qui est hyper important aussi, c'est des mécanismes de reconnaissance. Gardez à l'esprit que l'objectif, c'est de renforcer l'estime de soi. Et donc, à des moments donnés, c'est important de célébrer les réussites et de nommer les réussites. Et donc, quand, voilà, par exemple, la personne qui est en responsable des partenariats, elle a décroché un nouveau rendez-vous avec un partenaire, bah, du coup, vis-à-vis des autres de l'équipe aussi, de dire bah, merci, bravo, tu as géré, et en fait, de reconnaître aussi les avancées qui ont été atteintes par les uns et par les autres. Et pour ça, essayez de vous connecter parfois à ce que vous avez vécu, de vous dire, en fait, vous avez contribué à un truc, vous vous êtes déchiré, et en fait, vous n'avez peut-être pas eu la reconnaissance à la hauteur de votre engagement, quoi. Et donc, ça veut dire peut-être que la prochaine fois, vous ne le ferez pas, ou vous défoncerez peut-être pas autant. Donc, voilà. Le but, c'est ça, c'est aussi de reconnaître les contributions des uns et des autres.
Mec, il te reste 7 minutes. Il me reste 7 minutes. Waouh, putain, ce marathon. Je suis hyper frustré parce que j'aimerais avoir vos retours, vos échanges, vos retours d'expérience. Mais on va le faire, on va pouvoir le faire un peu après. Troisième étape, qui est essentielle, qui est du coup cette partie d'ouverture. En gros, le comportement qui est derrière, c'est l'ouverture et la fermeture. En gros, c'est votre niveau de transparence. En fait, une équipe qui va bien, qui va être efficace et qui va être capable de pouvoir surmonter les difficultés, c'est une équipe où il y a un niveau d'ouverture important. Le niveau d'ouverture, en gros, c'est posez-vous la question, quand il y a quelque chose qui déconne dans l'équipe, est-ce que vous ou les autres membres de l'équipe sont en capacité de dire que ça déconne? Est-ce que les autres sont en degré d'ouverture avec vous? En gros, imaginez, vous avez déconné, vous avez dit un truc à la con, ou vous avez fait un truc qui n'était pas complètement juste. Est-ce que les autres sont suffisamment à l'aise avec vous pour vous dire, en fait, là, tu as déconné? Ou vous, quand il y a quelqu'un qui a pris un engagement et qui n'a pas tenu son engagement, est-ce que du coup, vous êtes plutôt transparent, c'est-à-dire vous allez voir cette personne en disant, écoute, tu n'as pas tenu ton engagement, et voilà pour ça, et du coup, voilà les conséquences. Ou au contraire, vous ne le dites pas, et puis une succession de non-dits fait qu'à un moment donné, bah, ça va devenir un peu trop tard. Souvent, quand on n'ose pas dire les choses, ou quand on ose dire les choses, c'est qu'en fait, souvent quand on n'ose pas dire les choses, quand quelqu'un a déconné, c'est qu'en fait, on a peur de ne plus être apprécié par cette personne. On a peur de plus du coup être sympathique vis-à-vis des autres. C'est plutôt le besoin. La peur, justement, c'est la peur de ne plus être sympathique. Le besoin, c'est justement, on a besoin d'être apprécié par les autres. Et donc, si vous créez une culture d'équipe où il y a du temps de feedback, du temps d'échange, où vous êtes en capacité à vous dire les choses quand elles sont bien et quand elles sont positives, mais quand ça déconne, sans que ça impacte vos relations et la qualité de vos relations, bah là, vous pourrez dire que vous êtes arrivé à une équipe qui pourra justement être voilà, efficace et dans lequel ça veut dire qu'il y a suffisamment de confiance pour pouvoir faire en sorte que les choses soient dites. Exemple de ce que vous pouvez mettre très concrètement en place, et on le fait beaucoup, nous, chez Nactos, je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette méthode-là, qui est la méthode du stop, do, start. On le fait à l'anglaise, désolé, mais stop, c'est en gros, imaginez que voilà, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous avez mis en place un process de recrutement au sein de votre association, bah, ça peut être le moment de faire le débrief. Ou vous avez organisé un événement, c'est le moment de faire un débrief. Le stop, c'est qu'est-ce que l'on fait qu'il faut qu'on arrête parce que ça ne marche pas. Le do, c'est qu'est-ce qui est fait qui fonctionne et qu'il faut continuer. Et le start, c'est qu'est-ce qui n'est pas fait qu'il faudrait mettre en place. Donc ça, c'est une méthode de débriefing assez facilement. Ça marche à l'échelle d'un projet, ça marche à l'échelle d'un collectif, mais ça pourrait marcher même à l'échelle d'un couple. Ok, vous repensez à votre moitié. Ok, bon, bah, dans notre relation de couple, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête parce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse parce que ça marche bien? Il faut continuer à faire ça. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'il faudrait mettre en place parce qu'on en a besoin? Ça peut marcher dans une relation voilà, de travail aussi. Petite méthode, Stop to Start, ça aide à structurer un peu la pensée et justement des feedbacks. Autre élément, et ça pareil, il faudrait qu'on passe au moins une journée là-dessus, je vous donne un peu la méthode, mais et ça c'est le rôle notamment du coup en termes de leadership, c'est-à-dire de pouvoir faire des retours, et ce qu'on appelle du feedback à quelqu'un, et donc être en capacité à mettre le doigt sur là où il est bon, là où il fait bien les choses, mais d'oser dire quand une personne a déconné ou quand la qualité de son travail n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Et donc, il faut poser un contexte. Quand on fait un feedback à quelqu'un, notamment un feedback d'amélioration, c'est toujours d'avoir la volonté d'être constructif. C'est jamais régler ses comptes. Quand on veut régler ses comptes, c'est qu'on est sous le domaine de la colère. Ça ne fonctionnera jamais, ça ne donnera jamais du bon. Donc, quand vous êtes sur la colère, il ne faut pas faire du feedback à ce moment-là. Il faut attendre d'avoir digéré. Donc l'intention, c'est toujours une intention d'être constructif, le faire au bon moment, ne pas toucher à l'identité. C'est-à-dire en gros, ce qui est sujet, ce n'est pas l'autre, c'est le comportement ou le travail. Et donc distinguer la personne de l'action. Et puis en général, et ça je vous le donne, mais vous pourrez le lire, mais c'est d'une manière générale, quand vous voulez dire à quelqu'un d'améliorer, et ça vous arrivera, parce que quand vous êtes responsable d'un projet, vous portez un projet, que vous êtes dans un bureau, ou que vous êtes membre, à un moment donné, vous verrez qu'il y a des trucs qui fonctionnent bien, mais il y a des trucs qui déconnent. Et il faut avoir le courage, oser aussi les poser. Mais en général, pour que ça soit entendu, il faut aussi y mettre du positif. Et on a plutôt une culture souvent de dire OK, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et donc, je vous donne ce défi-là de vous dire mettez 80% de positif, 20% d'amélioration. Et souvent, on est plus enclin à entendre quelque chose à améliorer quand on peut s'appuyer sur une base de positif. L'objectif, encore une fois, c'est de renforcer l'estime de chacun des membres de l'équipe, l'estime en soi de chacun des membres de l'équipe.
Rapidement, là, vous avez la synthèse finalement de comportement. C'est un peu théorique, mais je vous assure, moi, c'est un truc qui m'a guidé dans tout mon rôle de leadership, de management d'équipe, de membre d'une équipe, d'être conscient de ces différents mécanismes-là, les besoins, les peurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas tous le même degré de besoin. Et en général, on a une dominante. Donc, vous pourriez réfléchir là en disant, vous, quel est votre besoin majoritaire? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'être en inclusion ou d'être en reconnaissance de votre compétence ou plutôt d'être apprécié par les autres? En général, on a les trois, mais on a toujours une dominante. Moi, mon truc à moi, c'est mon besoin d'inclusion. Si je ne suis pas inclus, je perds mes moyens. Et je me désengage. Et je me suis déjà désengagé des projets parce que je ne me sentais pas inclus. Donc, on a tous des degrés de besoins différents. Dans une équipe, vous serez toujours là où on est le dernier. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être en ouverture, en transparence, vous dire les choses quand une personne de l'équipe ne se sent toujours pas inclus. Et donc, on en est toujours là, on est dernier. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'équipe, et ben, du coup, on redémarre au début. Et donc, il faut remettre en place de l'inclusion, de la clarté dans les rôles et un système d'ouverture. Et quand une personne part de l'équipe, on recommence au début parce que ça, c'est comme une alchimie, quoi. C'est-à-dire les choses changent. Par contre, la maturité d'une équipe, ça va être sa capacité à aller plus rapidement d'une étape à une autre. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et donc, point de vigilance aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de stabiliser vos équipes. Et que des équipes où il y a souvent des départs, souvent des arrivées, en fait, vous aurez du mal à un moment donné à avancer et à avancer en efficacité sur le projet parce que vous serez toujours dans la dynamique d'inclusion. Voilà. Exemple, ma réunion ce matin, il y avait des nouveaux, on a repassé sur 1h30 de rencontres, ça faisait un mois qu'on ne s'était pas eu. Sur 1h30, on a repassé 30% du temps, 30 minutes à faire de l'inclusion. Ben, finalement, le temps de travail était réduit. Il y en avait peut-être besoin. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez un enjeu de stabiliser vos équipes. Et puis, encore une fois, tout ça n'est pas une vérité, c'est juste des points de repère à bien garder en tête pour pouvoir justement trouver les bonnes activités voilà, et les bonnes choses à mettre en place là où vous en êtes. Et voilà. Jérôme, on est comment sur le timing? Écoute, on est parfaitement dans les temps. Et donc, merci, franchement, merci Émeric pour ces apports et pour ton expérience vraiment top. Moi, j'avoue que c'est pas la première fois que j'écoute ton partage d'expérience sur ce sujet et à chaque fois, ça fait tilt chez moi. Ce qu'on voulait vous proposer maintenant, c'est de pouvoir échanger par groupe de 3 ou 4. Alors, avant d'échanger par groupe de 3 ou 4, allez, le temps de voilà, une courte musique douce, c'est de vous poser individuellement, de pouvoir prendre peut-être un stylo, un papier ou sur votre ordinateur et de vous dire au regard de ce qu'Emeric a pu vous partager, de ce que ça fait écho ou résonne chez vous. En fait, comment vous avez envie de vous mettre en action par rapport à ça? Et du coup, quelles sont les actions que vous voulez mettre en place pour vous-même et puis pour votre équipe? Voilà, sur les différents sujets, il y a peut-être voilà, des choses qui vont en tout cas être plus importants ou plus dans vos priorités. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est allez, 3-4 minutes de réflexion individuelle. Vous posez pour noter ça et puis après, on pourra échanger en petit groupe d'abord et ensemble ensuite sur ce sujet.